Tom Creed était assis dans son fauteuil inclinable en cuir usé et regardait le match des Seahawks sur le vieil écran plat. La porte du garage bourdonna, puis se referma, probablement Pauline attrapant quelque chose dans sa voiture. Le samedi après-midi était synonyme de paix chez les Creed, ou plutôt de ceux qui passent pour la paix ces jours-ci. La porte d'entrée s'ouvrit avec un léger clic. Tom jeta un coup d'œil à l'horloge, 14h47, tôt pour que Pauline soit de retour de son service au centre de bien-être. La voix de son père, Reed, provenait du couloir, tremblante et fausse. Tom coupa le son de la télévision et se tourna vers le son. Son fils de 12 ans se tenait dans l'embrasure de la porte entre le salon et la cuisine, sa petite silhouette tremblante. Il tenait dans ses mains le Glock 19 de Tom. Le métal noir brillait sous la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres. Le doigt de Reed reposait près du pontet, pas dessus, mais suffisamment près pour serrer la poitrine de Tom. Les yeux du garçon étaient rouges, des larmes coulaient sur ses joues. « Reed ?» La voix de Tom resta posée, calme. Il avait déjà affronté des armes chargées à Kandahar. Des hommes bien plus entraînés et aux intentions bien pires l'avaient pointé. Mais là, c'était différent. C'était son fils. « Je suis désolé, papa. » La voix de Reed se brisa. « Je suis tellement désolé. » Tom posa lentement les mains sur l'accoudoir de sa chaise. Pas de mouvement brusque, pas d'élévation de la voix. « Qu'est-ce qui se passe, mon pote ?» dit-elle. Elle disait que tu allais nous faire du mal. Les mains de Reed tremblaient encore plus fort. Elle dit, si je ne faisais rien, tu la tuerais. Ces mots frappèrent Tom comme de l'eau froide. Elle dit, Pauline. Sa femme, avec qui il était marié depuis 14 ans, avait convaincu leur fils de pointer une arme chargée sur lui. Reed, regarde-moi. Tom se pencha légèrement en avant. Quand ai-je déjà fait du mal? Quand ai-je déjà fait du mal à ta mère? Je ne sais pas, Reed sanglota. Je ne sais plus rien. Tom se leva lentement, les mains visibles. Fils, j'ai besoin que tu pointes cette arme loin de moi. Pointez vers le sol. Je ne peux pas, dit-elle, si je ne le fais pas. Elle n'est pas là en ce moment. Tom fit un pas prudent en avant. Il n'y a que toi et moi, ton père qui t'a appris à faire du vélo, qui t'a aidé à construire cette cabane dans les arbres, qui s'assoit avec toi quand tu fais des cauchemars. La visée de Reed vacilla. L'arme plongea vers le tapis. C'est bien, Reed, tu te débrouilles bien. Tom se rapprocha, sa voix ferme comme du granit. Maintenant, je vais prendre l'arme. Tu n'as pas d'ennui, tu as peur et on t'a menti. Tom tendit la main et enroula doucement ses doigts autour du canon. Reed lâcha prise instantanément et s'effondra sur la poitrine de son père en sanglotant. Tom enclencha la sécurité et éjecta le chargeur avec une efficacité éprouvée. Vérifiant la chambre, il en chargea une dans le tuyau. Sa femme avait donné à leur fils une arme chargée et lui avait dit de la pointeur sur son père. Tom serra Reed fort, sentant le petit corps du garçon trembler contre lui. C'est bon, maintenant c'est fini. Mais ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. La voix de Pauline, claire et artificielle, cria « Bonjour, je suis rentré ». Ses pas claquèrent sur le parquet. Tom lâcha Reed mais garda une main sur son épaule, le pistolet en morceaux sur la table basse. Chargeur, compartiment séparé, vide. Pauline apparut dans l'embrasure de la porte. Son tapis de yoga en bandoulière. Ce sourire d'entraînement sur son visage. Le sourire s'éteignit lorsqu'elle vit la larme de Reed, ses joues tachées, l'arme démontée et l'expression de Tom. Quoi, que s'est-il passé? Sa voix monta d'un ton plus aigu, ses couleurs se vidèrent de son visage comme l'eau d'un évier cassé. Tom ne dit rien. Il la regarda simplement, regarda vraiment la façon dont ses yeux se posèrent sur les pièces du pistolet, puis sur Reed, puis n'importe où sauf son visage, la façon dont sa main serrait la sangle du tapis de yoga comme une bouée de sauvetage, le bleu frais sur sa clavicule. Ce maquillage ne pouvait pas vraiment cacher Tom. Sa voix se brisa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Reed pleure-t-il encore? Tom resta silencieux. Il guida Reed vers l'escalier en lui appuyant doucement sur l'épaule, va dans ta chambre, mon fils, on se parlera plus tard. Reed jeta un coup d'œil à ses parents, la confusion et la peur se lisant sur son jeune visage. Il monta en courant, ses pieds martelant les marches en bois. Tom se retourna vers sa femme, 14 ans de mariage,
14 ans de confiance, de construction d'une vie ensemble, de croyance en elle, tout cela s'effondrant. Dans l'espace d'un battement de cœur à l'autre, Tom, s'il te plaît, parle-moi. Pauline avança sa main, la lui tendant. Il passa devant elle sans un mot, son épaule effleurant la sienne alors qu'il se dirigeait vers le garage. Le silence qu'il laissa derrière lui fut plus profond que n'importe quelle accusation, n'importe quelle rage, n'importe quelle violence. Derrière lui, il l'entendit murmurer, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Le dîner ce soir-là était un véritable chef-d'œuvre. Tom avait préparé des spaghettis aux boulettes de viande, le plat préféré de Reed. Tandis que Pauline était assise à l'îlot central, son téléphone posé à côté de son assiette, elle piochait dans sa nourriture, jetant un coup d'œil à Tom toutes les 2 ou 3 secondes. Reed déplaçait les pâtes dans son assiette, l'appétit en moins. Le silence s'étira comme un fil, sur le point de se rompre. « Reed ?» Tom dit doucement, « Tu peux m'aider à faire quelque chose dans le garage après le dîner ?» Le garçon hocha la tête, sans lever les yeux. « Tom. » La voix de Pauline était à peine plus forte qu'un murmure, « Il faut qu'on parle. » « On est d'accord ?» Tom coupa une boulette de viande en 2 avec sa fourchette. « Je crois que tout a été dit. » « Rien n'a été dit. Tu ne m'as plus adressé la parole depuis que notre fils a pointé une arme chargée sur moi. » La voix de Tom resta calme, mais quelque chose de froid se cachait sous la surface depuis qu'il m'avait dit que sa mère l'avait convaincu que j'allais la tuer. La fourchette de Pauline heurta son assiette avec fracas, Reed tressaillit. « Je peux expliquer. » « Peux-tu, Tom, la regarder enfin droit dans les yeux. Peux-tu expliquer pourquoi tu as dit à notre fils de 12 ans de me menacer avec une arme? Peux-tu expliquer d'où t'est venue l'idée que je vous ferais du mal à l'un ou à l'autre? » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Pauline. « J'avais peur, Tom. » J'étais confuse et effrayée parce que sa voix tranchait son explication comme une lame. Peur de l'homme qui a cumulé 2 emplois pour nourrir cette famille. Peur de l'homme qui n'a jamais levé la main sur aucun de vous. De quoi avais-tu peur exactement, Pauline? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Aucune réponse ne vint. C'est ce que je pensais. Tom se tourna pour lire, « Allez, fiston, allons parler. » Le garage sentait l'huile de moteur et la sueur. L'établi de Tom dominait un mur, les outils disposés avec une précision militaire. Il fit signe à Reed de s'asseoir sur un vieux tabouret en bois tandis qu'il s'appuyait contre l'établi, les bras croisés. « Dis-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. » Dès le début, la voix de Reed était petite, brisée. « Maman est entrée dans ma chambre ce matin. Elle pleurait. Elle a dit, tu agis bizarrement ces derniers temps. En colère, elle a dit avoir trouvé des papiers dans ton bureau qui l'ont effrayée. Quel genre de papiers, je ne sais pas, elle n'a pas voulu me les montrer, mais elle a dit. » La voix de Reed s'est à nouveau brisée. Elle a dit que tu prévoyais de nous faire du mal, que tu préparais ça depuis des semaines. La mâchoire de Tom s'est serrée et elle t'a dit de prendre mon arme. Elle a dit, si tu rentrais à la maison en colère aujourd'hui, si tu commençais à crier ou à jeter des objets, je devrais la protéger. Elle m'a montré où tu gardais la clé du coffre-fort. Elle a dit que si je ne faisais rien, tu la tuerais, et puis probablement moi aussi. Chaque mot était un clou dans le cercueil du mariage de Tom. Pauline n'avait pas seulement menti à leur fils, elle l'avait traumatisé, l'avait transformé en arme, en outil de trahison. Reed, regarde-moi. Tom s'est agenouillé. Ils étaient donc à hauteur d'yeux. Est-ce que j'ai déjà, de toute ta vie, blessé toi ou ta mère? J'ai déjà élevé la voix en colère contre vous deux? Reed secoua la tête. Ai-je déjà jeté des objets quand j'étais en colère, cassé quelque chose, frappé les murs? Non, papa. Alors, quand ta mère t'a raconté ces choses sur moi, est-ce que ça ressemblait au père que tu connais? La lèvre inférieure de Reed tremblait? Non, mais elle avait tellement peur, papa, qu'elle tremblait et pleurait, et j'ai pensé. J'ai pensé que je ne te connaissais peut-être pas aussi bien que je le pensais. Tom prit son fils dans ses bras. Tu me connais, Reed. Tu sais exactement qui je suis, et ceux qui ont dit à ta mère d'avoir peur de moi ne me connaissent pas du tout. La porte du garage s'ouvrit. Lenny Voss enfila ses bottes de travail en raclant le sol en béton. Le beau-frère de Tom était bâti comme un secondeur, mou, avec des mains calleuses et une ombre permanente de 17 heures. Dis donc, Reed, ça te dérange si je t'emprunte ton père une minute? Reed hocha la tête et retourna dans la maison.
Lenny attendit que la porte se ferme avant de parler. Il faut qu'on parle, Tom. J'ai entendu des trucs. Quel genre de trucs? Lenny a sorti son téléphone et a montré un SMS à Tom. Ma femme a reçu ça de son amie Janet. Janet voit Pauline en ville tard le soir pour rencontrer quelqu'un. Le SMS disait, j'ai revu Pauline au parking de Forest Trail à 23h mardi, même type, cheveux noirs, voiture de luxe. Je pensais que tu devrais savoir. Point. L'expression de Tom ne changea pas, mais quelque chose changea dans son regard. Combien de temps? Au moins 6 semaines, d'après ce que j'ai pu comprendre. Tom, il y a plus. Lenny semblait mal à l'aise. Mademoiselle Granger m'a appelé cet après-midi. Elle voulait te parler, mais elle avait peur de venir directement. Elle surveillait la maison et elle a vu un homme s'introduire par ton arrière-cour le week-end dernier, pendant que tu étais en voyage scolaire avec les enfants. Il est resté environ 2 heures. Tom hocha lentement la tête, son esprit s'organisant déjà, le comportement étrange de Pauline le mois dernier, son intérêt soudain pour les horaires de nuit, les nouveaux vêtements, le parfum cher et maintenant cette utilisation de leur fils comme arme contre lui. Merci de me l'avoir dit, Lenny. Qu'est-ce que tu vas faire? Tom prit un tournevis sur son établi et en testa le poids dans sa main. Je vais découvrir exactement ce que ma femme a manigancé et ensuite je m'en occuperai. Tom, on n'est pas en Afghanistan, Lenny, je ne suis pas en Afghanistan. Je ne ferai rien de stupide, mais je ne la laisserai pas non plus détruire ma famille avec des mensonges et des manipulations. Lenny hocha la tête d'un air sombre. Tu as besoin de quoi que ce soit. Appelle-moi de jour comme de nuit. Après le départ de Lenny, Tom se retrouva seul dans son garage. Il se dirigea vers son établi et ouvrit le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait un petit carnet noir, impeccable et jamais utilisé. Il l'avait acheté des années auparavant, mais n'avait jamais eu l'occasion de l'utiliser. Ce soir, tout a changé. Tom était assis à sa table de cuisine à 2 heures du matin, la maison silencieuse autour de lui. Paulina s'était couchée tôt, prétextant un mal de tête. Reed s'était enfin endormi après que Tom lui ait expliqué pendant 1 heure ce qui s'était passé, le rassurant que rien n'était de sa faute. Le carnet noir était ouvert devant lui. Sur la première page, il avait écrit 3 noms, Pauline, courrier inconnu, et en dessous, il avait commencé une chronologie. Il y a 6 semaines. Le changement de comportement a commencé. Le week-end dernier, un homme est entré dans une maison pendant l'absence de Tom. Aujourd'hui, Reed, utilisé comme arme contre Tom, avait survécu à 3 missions en Afghanistan. Il avait appris à recueillir des renseignements, identifier les menaces, planifier des opérations avec une précision chirurgicale. Mais plus que cela, il apprit la patience, à attendre, observer et ne frapper que lorsque la victoire était assurée. Il repensa à la larme de Reed, à son visage taché, à la façon dont les mains de son fils avaient tremblé en pointant cette arme. Pauline avait fait ça. Elle avait pris leur enfant innocent et l'avait transformé en arme de trahison. Pourquoi faire? Pour un homme qu'elle rencontrait sur un parking. La poitrine de Tom brûlait d'un feu froid, pas de rage. La rage était brûlante et stupide et menait à des erreurs. C'était autre chose, quelque chose de contrôlé, de méthodique et d'infiniment plus dangereux. Il avait une confiance totale en Pauline, il lui avait tout donné, sa loyauté, son amour, sa protection, son avenir. Elle avait pris tout cela et l'avait utilisé contre lui, utilisé leur fil contre lui. C'était une limite à ne pas franchir. Tom ferma le carnet et monta à l'étage. Pauline était allongée de son côté du lit, dos à la porte. Dans la faible lumière du couloir, il la voyait. Ses épaules tremblaient légèrement. Elle était réveillée, probablement en pleurs. Il ne ressentait rien de ce que j'avais ressenti à Kandahar. Tom avait appris à identifier les ennemis au visage amicaux, les insurgés qui souriaient le jour et posaient des bombes la nuit. Ceux qui parlaient de paix tout en préparant un meurtre. Il avait développé un instinct de trahison, un 6e sens pour les mensonges enveloppés de promesses. Il aurait dû se fier à cet instinct. Avec Pauline, Tom se prépara à aller se coucher dans la salle de bain, se brossant les dents en se regardant dans le miroir. Toujours le même visage, les mêmes yeux marrons, la même cicatrice sur la joue gauche, due à un éclat d'obus en 2009. Mais quelque chose avait changé aujourd'hui. Quelque chose de fondamental avait basculé. Lorsqu'il se glissa dans son lit, Pauline roula vers lui, Tom. Sa voix était douce,
vulnérable. Je suis désolé pour aujourd'hui. J'étais confus et effrayé, et j'ai fait une terrible erreur. On peut en parler? Il s'allongea sur le dos, les yeux fixés au plafond. Dors, Pauline, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. On peut aller à Conseil ou dormir. Elle resta silencieuse un long moment. M'aimes-tu toujours? Tom tourna la tête et la regarda dans l'obscurité. Même dans la pénombre, il pouvait lire le désespoir dans ses yeux, la peur. Elle savait que quelque chose s'était brisé aujourd'hui, quelque chose qui ne pouvait être réparé par des excuses et des larmes. Dors, répéta-t-il, mais Tom ne dormit pas. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, planifiant. Tom se réveilla à 5h30, comme d'habitude. Il s'habilla discrètement dans le noir, puis descendit préparer le café. Routine du dimanche matin, normale comme une respiration. Quand Pauline descendit 1 heure plus tard, il était au fourneau en train de faire des crêpes. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux. « Bonjour », sa voix était prudente, tâtant le terrain. Reed apparut dans l'embrasure de la porte, toujours en pyjama. Il regarda nerveusement ses parents. « Et, mon pote, tu veux des crêpes ?» Tom en fit sauter une avec brio, comme il le faisait tous les dimanches depuis 5 ans. « Ouais, papa, merci. » Tom servit d'abord Reed, puis Pauline, puis lui-même. Il versa du jus d'orange, interrogea Reed sur ses devoirs, commenta la météo, un calme normal comme hier n'était jamais arrivé. Mais Pauline n'était pas dupe. Tom le voyait dans ses yeux, la façon dont elle le regardait, scrutait son visage à la recherche de fissures. Elle attendait l'explosion qui ne vint jamais, la confrontation qu'il refusait de lui donner. « Tom, dit-elle finalement à propos d'hier. Passe-moi le sirop, s'il te plaît. » Il sourit à Reed. « Comment avance ce projet de science? Celui sur les volcans? » Le visage de Reed s'illumina, se lançant dans une explication sur le bicarbonate de soude et le vinaigre. Tom écouta avec un intérêt sincère, posa des questions complémentaires, loua l'ingéniosité de son fils. Le père parfait par un dimanche matin parfait. Les mains de Pauline tremblaient tandis qu'elle piquait ses crêpes. Après le petit déjeuner, Tom chargea le lave-vaisselle en fredonnant une vieille chanson de Johnny Cash. Il embrassa le front de Reed, serra l'épaule de Pauline en passant devant sa chaise. « Je vais laver le camion, » dit-il. On annonça alors. On pourrait peut-être tous aller au parc. Qu'en penses-tu, Reed? On peut apporter le ballon de foot? Bien sûr. Tom sortit dans l'air frais d'octobre. Par la fenêtre de la cuisine, il aperçut Pauline assise à la table, la tête entre les mains, son téléphone cassé. Elle le regarda, tapa quelque chose rapidement, puis le supprima sans l'envoyer. Tom sourit en déroulant le tuyau d'arrosage. Le Valley Motel se trouvait à la périphérie de Spokane, le genre d'endroit où l'on payait comptant sans poser de questions. La chambre 118 sentait la cigarette froide et le désinfectant industriel. Pauline était assise au bord du lit, les mains serrées sur ses genoux. Zed Monroe se tenait près de la fenêtre, regardant par une ouverture dans les rideaux. À 45 ans, il avait cette assurance tranquille qui lui venait d'années passées à se tirer d'affaire par la parole. Son personnage de professeur de yoga n'était qu'un masque de plus, soigneusement conçu pour attirer les femmes vulnérables comme Pauline. Il sait. Pauline dit pour la 3e fois, Tom est au courant pour nous. Tu ne sais pas ça. La voix de Zev était calme, maîtrisée. Tu paniques. Il m'a regardé comme si j'étais déjà morte. Et la façon dont il s'est comporté ce matin, si normal, si calme. Ce n'est pas Tom. Tom s'énerve quand il est blessé. Il crie et se déchaîne, puis on en discute. Ce silence est pire. Zev, détourne-toi de la fenêtre. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Arrêter, retourner à ta vie ennuyeuse avec ton mari ennuyeux. Je ne sais pas. Pauline se tenait debout, arpentant la petite pièce. On devrait peut-être juste lui dire. Peut-être, si on est honnête, Zev rit d'un rire froid et sec. Pauline, pense à ce que tu as fait hier. Tu as convaincu ton fils de pointer une arme sur son père. Tu crois que Tom va me pardonner ça? Tu crois qu'il va me serrer la main et nous souhaiter bonne chance? Le visage de Pauline se décomposa. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'avais juste peur qu'il se batte pour la garde s'il la prenait. J'ai paniqué. Et maintenant on y est.
Zev s'assit à côté d'elle sur le lit, sa main trouvant sa cuisse. Mais ce n'est pas forcément la fin. Il faut juste être plus intelligent. Que veux-tu dire? Tom est un vétéran, pas vrai? Un syndrome de stress post-traumatique, probablement. Il garde ses problèmes de colère enfouis. Et si? Et s'il avait un épisode? Et s'il devenait violent? Pauline le fixa du regard. Tom n'a pas de syndrome de stress post-traumatique, il n'a jamais été violent. Mais qui le saurait, à part toi? Et si tu avais peur pour ta sécurité, pour celle de Reed, si tu avais des preuves de son comportement violent, tu veux que je mente sur les abus de Tom? Les mains de Zev glissèrent plus haut sur sa cuisse. Je veux que tu te protèges, que tu nous protèges. Si Tom devient une menace, nous devons la neutraliser. Comment le provoquer, le mettre en colère, lui faire perdre le contrôle, l'enregistrer. Ensuite, tu demandes le divorce et une ordonnance restrictive, la garde exclusive de Reed. Tom perd tout et nous obtenons ce que nous voulons. Pauline resta silencieuse pendant un long moment. Un instant. Et s'il ne perdait pas le contrôle? Et s'il restait calme? Le sourire de Zev était froid comme l'hiver. On a tous un point de rupture, Pauline, il faut juste qu'on trouve son lundi matin. Tom est allé à l'école en voiture comme tous les autres jours, mais au lieu de son itinéraire habituel, il a fait un détour par le centre de bien-être où travaillait Pauline. Sa voiture n'était pas garée sur le parking, alors que son service était censé commencer à 8 heures. Fait d'intéressant, pendant sa pause déjeuner, Tom s'est rendu à Radio Shack. Il a acheté 2 petits enregistreurs audio numériques et un dispositif de localisation GPS, du genre utilisé pour surveiller les parents âgés ou les conducteurs adolescents des achats parfaitement légaux. Ce soir-là, pendant que Pauline prenait sa douche, Tom s'est glissé dans le garage. Il lui a fallu moins de 2 minutes pour installer le traceur GPS sous sa voiture, caché derrière la roue arrière. Eh bien, l'enregistreur audio s'est glissé sous le siège conducteur, activé par la voix et capable d'enregistrer pendant 12 heures avant de devoir être changé. Il était de retour à la maison, lisant un magazine sur le canapé, lorsque Pauline est sortie de la salle de bain. « Que as-tu fait? » « À faire aujourd'hui » demanda-t-elle en repoussant ses cheveux. Comme toujours, apprendre aux enfants à utiliser des outils électriques sans perdre leurs doigts. Tom ne leva pas les yeux de son magazine. Comment était le centre de bien-être? Bien, occupé. Elle hésita. Je devrais peut-être faire des heures supplémentaires cette semaine. Nous manquons de personnel, d'accord. L'acceptation désinvolte de Tom sembla la déstabiliser plus que la suspicion ne l'aurait fait. Elle resta là un moment, attendant des questions qui ne vinrent jamais. Ce soir-là, après que Pauline se soit endormie, Tom était assis dans son bureau à domicile, son ordinateur portable ouvert. Il avait passé 2 heures à faire des recherches sur Zed Monroe et n'avait trouvé que très peu de choses. Cet homme était un fantôme, aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune trace en ligne au-delà d'un site web basique pour ses cours de yoga. Mais Tom avait des ressources au-delà de Google. Il sortit un vieux téléphone portable, un qu'il avait gardé de l'armée, et envoya un SMS à un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 3 ans. Besoin d'une vérification des antécédents. Zeb Monroe, professeur de yoga dans la région de Spokane, paiera le tarif standard. La réponse est arrivée en quelques minutes, envoyez-moi ce que vous avez. 24h24 retournement de situation. Tom tapa tout ce qu'il savait sur l'homme qui détruisait sa famille. Puis il ferma l'ordinateur portable et alla se coucher. Le prêteur sur gage de Holliston se trouvait dans un centre commercial, entre un bureau d'encaissement de chèques et un magasin d'alcool. Les fenêtres étaient grillagées, l'intérieur encombré de guitares, de bijoux et d'appareils électroniques divers. Hollis lui-même était un homme mince, nerveux, dont les mains bougeaient constamment, ajustant les marchandises, essuyant les comptoirs, comptant l'argent. Tom entra juste avant la fermeture mardi, vêtu de ses vêtements de travail et portant une petite boîte à outils. « On est presque fermé », dit Hollis sans lever les yeux de la caisse. « J'ai juste besoin d'un nouveau jeu de forêt, j'ai entendu dire que vous auriez peut-être du matériel de qualité professionnelle. » Hollis leva alors les yeux, reconnaissant Tom. Son visage pâlit. « Oh, Tom, je ne l'ai pas fait. En quoi puis-je t'aider? » Comme je l'ai dit, mes forêts s'émoussent. Tom parcourut le rayon outils avec désinvolture. « J'ai beaucoup fait à la maison ces derniers temps. Pauline me fait tout réparer. » Comment? Pauline est-elle? Tom leva les yeux. Elle va bien.
Pourquoi, sans raison? Je demandais juste. Les mains d'Hollis s'agitaient avec une étiquette de prix. Je ne l'avais pas beaucoup vue ces derniers temps. Elle était occupée à faire des heures supplémentaires au centre de bien-être. Tom prit un jeu de forêt et les examina attentivement. Tu sais, c'est toujours quelque chose à réparer, non? Ouais, Hollis s'éclaircit la gorge. Tom, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, toi et Pauline, tout va bien à la maison. Elle semblait stressée la dernière fois que je l'ai vue. Tom posa les forêts et regarda Hollis droit dans les yeux. Quand l'as-tu vue? La semaine dernière, elle est passée demander, eh bien, elle cherchait quelqu'un. La pomme d'Adam d'Hollis se contracta tandis qu'il déglutissait difficilement quelqu'un qui pourrait peut-être effrayer quelqu'un. Elle dit qu'elle avait des problèmes avec un voisin, pensant que peut-être si quelqu'un lui parlait. L'expression de Tom ne changea pas, mais il appuya sur « enregistrer » sur le petit appareil qu'il avait dans sa poche. Quel genre de mot, je ne sais pas. Je lui ai dit. Je ne pouvais pas l'aider pour ce genre de choses. Je lui ai dit qu'elle devrait appeler la police si elle avait des problèmes avec un voisin. Mais tu lui as quand même donné un nom. Ce n'était pas une question. Le visage de Hollis est passé du pâle au gris. Tom, je te jure. Je ne savais pas qui tu lui avais donné. Un type nommé Mickey Torino. Il fait des petits boulots, surtout des recouvrements. Mais je lui ai dit que je ne pouvais rien garantir, que c'était une mauvaise idée. T'a-t-elle payé $200, Tom? Je suis désolé, je ne savais pas qu'elle parlait de toi. Je pensais qu'elle avait vraiment des problèmes de voisinage. Tom hocha lentement la tête. Merci pour ton honnêteté, Hollis. J'apprécie. Il est parti sans rien acheter dans son camion. Il a arrêté l'enregistrement et l'a repassé clairement. Pauline avait essayé d'embaucher des hommes de main pour l'intimider, et son propre cousin avait facilité le tout. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Samedi matin, Tom a chargé son matériel de camping dans son camion pendant que Reed regardait depuis le porche. Le garçon était resté silencieux toute la semaine, renfermé et confus. C'était l'heure de une vérité père-fils. Où allons-nous, papa? Cet endroit près du lac Curtin? Tu te souviens où on a attrapé cette grosse base l'été dernier? Reed grimpa sur le siège passager, l'humeur légèrement revigorée. Ils roulèrent vers le nord dans un silence confortable, du rock classique jouant doucement à la radio. Arrivé au camping, Tom laissa Reed l'aider à monter la tente et à ramasser du bois. Alors que le soleil se couchait sur le lac, ils s'assirent près du feu en train de griller des hot-dogs. Reed fixait les flammes, son jeune visage grave, au-delà de ses oreilles. Ouais, mon pote, pourquoi maman me raconte-t-elle ces choses sur toi? Tom avait attendu cette question toute la semaine. Il avait répété sa réponse, voulant être honnête sans détruire complètement la relation de Reed avec sa mère. Parfois, les adultes font des erreurs lorsqu'ils sont effrayés ou confus. Ta mère traverse une période difficile en ce moment et cela la fait penser et agir d'une manière qui ne lui ressemble pas. Mais pourquoi penserait-elle que tu nous ferais du mal? Quelqu'un l'a convaincu que je le ferais, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne nous connaît pas et qui veut causer du tort. Des problèmes dans notre famille. Reed attisait le feu avec un bâton. Est-ce à cause de cet homme? L'attention de Tom s'aiguisa. Quel homme? Celui qui vient parfois à la maison quand on est au travail? La voix de Reed était faible, coupable. Je n'étais censé en parler à personne. Reed, j'ai besoin que tu me parles de cet homme. C'est important. Il est grand et a les cheveux noirs. Maman a dit que c'était son ami du centre de bien-être. Elle a dit, tu ne comprendrais pas leur amitié, tu serais jaloux et en colère, alors ça devait être notre secret. Tom sentit ce feu froid brûler plus fort dans sa poitrine. Pauline avait amené son amant chez eux, exposant leur fils à sa tromperie, lui apprenant à mentir à son père. Que faisait-il quand il était là? Parler. Surtout. Parfois, il montait au bureau de maman. Un jour, je l'ai entendu pleurer, Reed a levé les yeux vers son père. Papa, c'est pour ça qu'elle a peur de toi? À cause de son ami? Qu'en penses-tu, Reed, d'après ce que tu sais de moi, de notre famille, est-ce que tout cela a du sens? Reed resta silencieux un long moment. Non, et je pense. Je pense qu'elle m'a peut-être dit de pointer cette arme sur toi parce qu'elle savait que tu découvrirais pour son ami. Tom serra son fils contre lui. Tu es un garçon intelligent,
Reed, plus intelligent que moi à ton âge. Toi, une mère, vas-tu divorcer? La question flottait entre eux comme la fumée d'un incendie. Tom pouvait mentir, offrir de faux espoirs et des assurances creuses, mais Reed méritait mieux que ça. Je ne sais pas encore, fiston, mais je veux que tu comprennes une chose, quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Tu essayais de protéger quelqu'un que tu aimes, et ce n'est pas une mauvaise chose. Le pire, c'est que quelqu'un t'a menti pour te faire croire que cette protection était nécessaire. Reed hocha la tête contre l'épaule de son père. Vais-je encore vivre avec toi? Oui, dit Tom avec une certitude absolue. Tu auras toujours un foyer avec moi. Ils restèrent assis près du feu jusqu'à tard, parlant d'école, de pêche, de tout sauf de la famille qui s'effondrait autour d'eux. Lorsqu'ils allèrent enfin se coucher, Reed s'endormit rapidement dans son sac de couchage, tandis que Tom resta éveillé, les yeux rivés au plafond de la tente, planifiant ses prochaines actions. Pauline avait franchi toutes les limites. Elle avait fait d'entrer un autre homme chez eux, exposé leur fils à ses mensonges, tenté d'intimider Tom, finalement, utiliser Reed comme une arme contre lui. Chaque trahison s'ajoutait à la précédente, créant une tour de tromperie sur le point de s'effondrer. Que faire? Le téléphone de Tom vibra, accompagné d'un SMS de son contact militaire. Zev Monroe est en réalité Zev Marinelli. Il a passé 5 ans au Texas pour fraude et agression. Un vrai coup de maître, détail ci-joint. Tom ouvrit le fichier joint et le lut à la lumière de son téléphone. Zev avait l'habitude de cibler des femmes mariées, de les escroquer et de disparaître. Quand les choses se compliquèrent, il fut arrêté pour agression après qu'un mari eut découvert sa liaison et l'eut confronté. Parfait, Tom et Reed. De retour du camping dimanche soir, Pauline arpentait le salon, son téléphone serré à la main. Elle s'est précipitée vers la porte en entendant le camion de Tom dans l'allée. Où étais-tu? J'ai appelé et envoyé des SMS au camping. Je t'avais dit qu'on allait camper. Tom a transporté son matériel dans le garage pendant que Reed montait prendre une douche. Tu n'as pas répondu. Pas de réseau là-haut. Tu sais que Tom a commencé à déballer son matériel de camping avec une précision méthodique. Quelque chose ne va pas. J'étais inquiète quand tu n'es pas rentré hier soir. On campe toujours à Kirtland. On l'a fait une douzaine de fois. Pauline le regardait travailler, son anxiété était palpable. Tom, il faut qu'on parle de nous? De ce qui s'est passé le week-end dernier, de Reed. Tom a accroché son sac de couchage à son piquet, vérifiant s'il était déchiré ou non. Et Reed? Il m'a posé des questions sur les raisons pour lesquelles je lui ai dit ces choses, sur toi. Je pense que tu le montes contre moi. Est-ce que je l'ai affronté directement? Quel genre de questions veut-il poser? Tu sais? Si on divorce, il s'inquiète de l'endroit où il vivra. Tom, on ne peut pas laisser nos problèmes affecter notre fils. L'ironie de cette déclaration était si profonde que Tom a failli rire presque. Tu as raison. On ne devrait pas laisser nos problèmes affecter Reed, alors tu arrêteras de l'empoisonner. Contre moi, Pauline, la voix de Tom était douce, dangereuse. Je n'ai pas dit un seul mot négatif sur toi à notre fils. Toutes les questions qu'il pose, toutes les inquiétudes qu'il a, toutes les peurs. Tu as créé tout ça en le convainquant de pointer une arme sur moi. Tu ne peux pas me blâmer pour les conséquences de tes choix. Le visage de Pauline se décomposa. J'ai fait une erreur. J'étais effrayée et confuse, et tu avais peur. C'est notre fils de 12 ans qui tenait une arme chargée, les mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine se tenir debout, mais tu avais peur. Ne fais pas ça, Tom. Ne déforme pas mes propos. Je ne déforme rien. Je répète juste ce que tu as dit. Dis. Tom ferma l'armoire à matériel de camping et la verrouilla. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller voir Reed. Alors qu'il marchait vers la maison, son téléphone vibra avec un SMS du numéro de Pauline, mais envoyé d'un téléphone qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il commence à se méfier. Passons au plan B, vendredi soir, Tom supprima le message sans répondre, mais dans son atelier, il tapa un message différent sur son propre téléphone et l'envoya depuis une application de SMS anonyme. Tom est au courant pour vendredi, changement de plan, rendez-vous mercredi à la place, venez armé, il l'envoya au numéro qui avait envoyé un SMS à Pauline puis s'assit pour attendre. Le piège était tendu. Mercredi soir, Tom était allongé dans son lit, écoutant la respiration de Pauline à côté de lui.
Elle avait été agitée toute la soirée à vérifier son téléphone, constamment, sursautant au moindre petit bruit. À 23h47, son téléphone vibra avec un SMS. Elle le lut puis se glissa hors du lit. « Où vas-tu » demanda doucement Tom. « Salle de bain, retourne dormir. » Mais Tom était déjà réveillé, il l'était depuis des heures. Il écouta ses pas dans le couloir, entendit le léger grincement de la porte de Reed alors qu'elle vérifiait leur fils. Puis plus rien. Point. 20 minutes plus tard, Tom entendit le premier bruit, un léger grattement de la porte arrière, métal contre métal, quelqu'un qui crochetait la serrure. Tom se glissa hors du lit et se dirigea silencieusement vers sa commode. Il sortit un petit appareil photo numérique, déjà réglé en mode vision nocturne, et le positionna sur l'étagère avec une vue dégagée sur la porte de la chambre. Une autre caméra se posa sur le comptoir de la cuisine, orientée vers la porte arrière. La serrure s'ouvrit avec un clic. Tom retourna au lit, allongé sur le côté, dos à la porte. Sa respiration était lente et régulière, l'image du sommeil. Mais sa main reposait près de la lampe de poche tactique sur sa table de nuit et son corps était enroulé comme un ressort. Des pas doux sur le sol de la cuisine, une pause au bas des escaliers, puis la montée lente et prudente vers la chambre. Tom contrôlait sa respiration, écoutant l'approche des intrus. Celui qui a été ému, avec la pratique de la furtivité, mais pas de la furtivité parfaite. Tom avait mieux entendu des insurgés à Kandahar. La porte de la chambre s'ouvrit avec le moindre murmure de charnière. Une ombre a rempli la porte. Grand, maigre, vêtu de vêtements sombres, avec quelque chose couvrant son visage. L'ombre s'est déplacée dans la pièce, se dirigeant vers le côté de Tom du lit. Dans sa vision périphérique, Tom pouvait voir la lueur de quelque chose de métallique dans la main de l'intrus, un couteau peut-être ou un petit club. L'ombre a levé son arme. Tom a explosé en mouvement. Il a roulé à gauche du lit, a attrapé la lampe de poche tactique et a déclenché sa fonction stroboscopique. La pièce a éclaté de flashs aveuglants et désorientants de lumière blanche. Les intrus trébuchèrent en arrière, maudissant son arme claquer le sol. Tom a sauté sur le lit et l'a abordé. Ils se sont écrasés dans la commode, envoyant des cadres photos et des bijoux volants. L'intrus était fort mais non préparé à la vitesse et à l'agression de Tom. Tom a conduit son genou dans le plexus solaire de l'homme, le doublant, puis enroula son bras autour de la gorge de l'intrus dans un étranglement du sang. « Arrête de se battre », grogna Tom à l'oreille, « tu as fini. » L'homme a lutté pendant encore quelques secondes, puis est devenu mou. Tom a relâché la pression mais n'a pas relâché la prise. Il tendit la main et alluma la lumière de la chambre. Zev Monroe est resté inconscient sur le sol, un masque de ski a tiré sur son visage et un pneu a repris à côté de lui. Tom s'agenouilla et vérifia son pouls, fort et régulier. Puis il a zippé les mains de Zev derrière son dos avec des contraintes qu'il avait placées sous le lit plus tôt. L'appel de la voix de Pauline depuis le bas. « Tom, quel était ce bruit ?» Tom a sorti son téléphone et a appelé le 911. « Voici Tom Creed au 1247 Maple Street, à propos d'un intrus dans ma maison. Il est retenu mais toujours vivant. J'ai besoin de police et d'une ambulance. » Pauline a fait irruption dans la chambre 3 minutes plus tard. Son visage un masque de choc et d'horreur. Elle était entièrement habillée, bien qu'elle ait été endormie en bas. « Oh mon Dieu, Tom, que s'est-il passé? Qui est-ce » Tom se tenait à côté de l'inconscient Zev, son téléphone enregistrant toujours une vidéo. « Chose drôle, vous me dites qui il est. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu auparavant dans ma vie. » La voix de Pauline a lancé plus haut à chaque mot. « J'ai entendu un crash et je suis venu courir. » « D'où qu'est-ce que tu es venu en courant d'où? Vous êtes allé à la salle de bain il y a 40 minutes et vous ne vous êtes jamais revenu au lit. » La bouche de Pauline s'est ouverte et s'est fermée comme un poisson. « Je ne pouvais pas dormir. Je suis descendu en bas pour regarder la télévision dans vos vêtements. » Elle se regarda comme si elle réalisait simplement qu'elle était entièrement vêtue de jeans et d'un pull. « J'ai eu froid. J'ai mis des vêtements. » Tom a retiré Zevki masque, même inconscient, le visage de l'homme était reconnaissable des photos de son rapport de fond criminel. « Je ne le connais toujours pas, Tom. Je jure que je n'ai jamais. » Tom a sorti son téléphone et a joué l'un des enregistrements audio de la voiture de Pauline. Sa voix remplit la pièce claire comme du cristal. « Zev, je ne peux plus faire ça. » Tom devient suspect.
Peut-être que nous devrions juste lui dire tout alors la voix de Zev. Ne soyez pas stupide, Pauline, nous sommes trop profonds maintenant. S'il le découvre, nous suivons le plan dont nous avons discuté. Le visage de Pauline est devenu blanc comme os. Où avez-vous obtenu cela? Votre voiture? Incroyable ce que les gens diront quand ils pensent que personne n'écoute. Tom a joué un autre enregistrement, celui-ci du motel. Tout le monde a un point de rupture. Pauline, nous avons juste besoin de trouver son Tom. Je peux expliquer. Pouvez-vous expliquer cela? Tom lui a montré les données de suivi du GPS sur son téléphone. 14 visites au Valley Motel au cours des 6 dernières semaines, toujours dans la même pièce, toujours pendant 2 heures. Pauline coulait sur une chaise près de la fenêtre, tout son corps tremblant. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est exactement ce que je pense. Vous avez eu une liaison avec un criminel condamné qui a des antécédents de ciblage des femmes mariées. Vous avez convaincu notre fils de me menacer d'une arme chargée. Vous avez essayé d'embaucher des muscles pour m'intimider et ce soir, vous laissez votre petit ami dans notre maison pour qu'il puisse m'attaquer pendant que je dors. Je ne savais pas qu'il allait te faire du mal. Je pensais qu'il allait juste te faire peur. Peut-être prenez des photos de quoi, moi dormant ou moi me battant pour ma vie. Reed est apparu dans la porte se frottant les yeux. Papa, que se passe-t-il? Pourquoi la police est-elle ici? Tom pouvait entendre les sirènes approcher. Il s'agenouilla au niveau de Reed. Fils, allez dans votre chambre et emballez un sac. Tu vas rester avec l'oncle Lenny ce soir. Mais pourquoi le faire, Reed? Tout va bien se passer, mais j'ai besoin que vous alliez à l'emballage maintenant. Reed regarda sa mère, l'étranger inconscient sur le sol, à l'expression sombre de son père. Puis il a couru dans sa chambre. Pauline a commencé à pleurer. Tom, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons résoudre ce problème. Tom la regarda pendant un long moment. Vous avez amené un autre homme dans notre maison. Vous avez exposé notre fils à vos mensonges. Vous avez convaincu un enfant de menacer son père d'une arme mortelle et ce soir, vous ouvrez notre porte à quelqu'un qui est venu ici pour me faire du mal, peut-être à me tuer. Que pensez-vous que nous pouvons réparer? Les sirènes sont devenues plus fortes, les lumières rouges et bleues ont traversé les fenêtres de la chambre. S'il vous plaît, Pauline, chuchota je t'aime. L'expression de Tom n'a pas changé. Non, vous ne le faites pas. Si vous m'aimiez, rien de tout cela ne serait arrivé. La détective Laura Rhin était une femme compacte avec des cheveux et des yeux en argent qui n'ont rien manqué. Elle travaillait des cas domestiques depuis 15 ans et avait développé un instinct pour trier la vérité à partir de mensonges. Elle se tenait dans la chambre de Tom à 2 heures en regardant l'intrus inconscient, les meubles cassés et un couple marié dont les mensonges venaient d'exploser. Monsieur Creed, pouvez-vous me guider à travers ce qui s'est passé? Tom lui a tendu son téléphone. Tout est ici, enregistrement audio, données de suivi GPS, vidéo de l'effraction de ce soir. J'ai documenté l'affaire de ma femme et les menaces croissantes de la semaine dernière. La pluie a parcouru les fichiers. Ses sourcils se levant à chaque élément de preuve. C'est très approfondi. Presque comme vous vous attendiez à ce que quelque chose se passe. J'étais. Ma femme et son petit ami ont planifié quelque chose depuis des jours. Je ne savais tout simplement pas exactement ce soir. Et comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Dispositif audio dans la voiture de ma femme, que je possède, la moitié de GPS tracker sur un véhicule inscrit pour moi, tous légaux. La voix de Tom était stable. En fait, je me protégeais moi-même et mon fils des gens qui avaient déjà démontré qu'ils étaient prêts à utiliser la violence. Rhin regarda Pauline qui s'assit sur le lit avec des larmes coulant sur son visage. Madame Creed, voulez-vous me dire votre version des événements? Je ne sais rien à ce sujet. J'étais en bas et j'ai entendu un crash. Madame Rhin a tenu le téléphone. Je viens d'écouter des enregistrements de votre planification avec le suspect. Vous voulez réessayer? Le visage de Pauline s'est entièrement froissé. Je n'ai jamais voulu que quiconque soit blessé. Tom devenait suspect et Zev a dit que nous devions faire quelque chose avant de le découvrir. Mais je pensais qu'il allait juste effrayer Tom. Peut-être obtenir des photos que nous pourrions utiliser dans les procédures de divorce, des photos de quoi? De Tom étant violent. Zev a dit que si nous pouvions prouver que Tom était dangereux, je pourrais obtenir la garde de Reed. Rhin a regardé Tom et vous saviez que cela allait arriver. Je soupçonnais, alors j'ai préparé des caméras,
des enregistrements, une documentation. Je voulais tout sur disque. Quand ils ont fait leur mouvement, vous avez construit cela comme un soldat en mission. L'expression de Tom est restée plate, non, comme un mari qui ne sera pas fou. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont chargé le ZEV encore inconscient sur une civière. Alors qu'ils l'ont sorti, il a commencé à venir, marmonnant de manière incohérente. Rhin se tourna vers Tom. C'est l'un des cas les plus complets que j'ai jamais vus. Vous avez obtenu un complot en train de se lancer dans l'assaut avec une arme mortelle en danger. Votre femme et son petit ami regardent le temps sérieux. Bon, aucun désir de réconciliation, travaillez les choses. Tom a regardé Pauline une dernière fois. Elle le suppliait avec ses yeux plaidant silencieusement pour la miséricorde, pour comprendre, pour le pardon. Détective, dit-il tranquillement. Ils ont transformé mon fils de 12 ans en une arme contre moi. Ils l'ont fait pointer un pistolet chargé sur son père tout en lui disant que j'allais tuer sa mère. Que pensez-vous exactement qu'il y a pour déterminer? Rhin hocha la tête sombrement. J'aurais besoin que vous veniez à la gare demain pour faire une déclaration officielle. Mais, monsieur Creed, vous avez tout fait ici. Refroidi à quelque chose de gérable. Des erreurs et méritait une chance de reconstruire sa relation avec son fils. En thérapie depuis la nuit de l'effraction. Le thérapeute a témoigné que le garçon avait montré des signes clairs de traumatisme d'être armé contre son père et qu'il avait exprimé la peur d'être seul avec sa mère. Votre honneur, a déclaré l'avocat de Tom lors des plaidoiries de clôture. Madame Creed n'avait pas seulement une liaison. Elle a systématiquement manipulé et traumatisé son propre enfant, le transformant en un instrument de violence contre son père. Elle a mis en danger cette famille à plusieurs reprises à travers sa relation avec un criminel condamné et elle a facilité une violente attaque contre son mari dans la maison familiale. Il ne s'agit pas de problèmes conjugaux. Il s'agit de la sécurité des enfants. L'avocat de Pauline a répliqué. Madame Creed a fait des erreurs mais elle obtient de l'aide. Elle est en conseil. Elle a mis fin à la relation qui a conduit à un mauvais jugement et elle veut reconstruire la confiance avec son fils. Nier sa garde entièrement serait punitif plutôt que de réhabilitation. Le juge était une femme sévère dans la soixantaine qui avait présidé des milliers de cas de garde. Elle a examiné les preuves pendant longtemps avant de parler. J'ai examiné tous les documents présentés à cette cour, les enregistrements, la documentation, le témoignage du thérapeute de l'enfant. Madame Creed, vos actions sont allées bien au-delà de l'infidélité matrimoniale. Vous avez placé votre enfant en danger à plusieurs reprises, vous l'avez manipulé pour menacer son père d'une arme mortelle et vous avez facilité un crime violent dans votre maison familiale. Le visage de Pauline est devenu blanc. De plus, votre fils a exprimé sa peur clairement d'être seul avec vous et son thérapeute estime que le contact en ce moment serait nocif pour son rétablissement. Par conséquent, j'accorde une garde physique et juridique complète à monsieur Creed, avec des visites supervisées pour madame de Creed à évaluer. Après un an de conseils et de thérapie continue, le gave est descendu comme un coup de feu. Pauline a fondu en larmes, se dirigeant vers Reed qui était assis à côté de son père. Le garçon n'est pas revenu à l'extérieur du palais de justice. Tom s'agenouilla au niveau de Reed. Comment vous sentez-vous, mon pote? Triste mais aussi soulagé. Reed avait l'air confus par ses propres émotions. Est-ce que cela fait de moi un mauvais fils? Non, ça te fait honnête, vos sentiments peuvent être compliqués. Maman ira-t-elle mieux? Tom considérait attentivement sa réponse. J'espère qu'elle le fera, mais que ce soit ou non, vous êtes en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. Reed hocha la tête et prit la main de son père. Ils se sont rendus au camion de Tom ensemble, prêts à rentrer chez eux. 6 mois après l'effraction, Pauline s'est assise en face de Tom dans un café au centre-ville. Elle avait perdu du poids, avait l'air plus âgée. Son comportement autrefois brillant s'est dimanté à quelque chose de gris et de fragile. Elle avait demandé à se rencontrer, affirmant qu'elle voulait s'excuser correctement. Merci d'être venu, a-t-elle dit quand Tom s'est assis, qu'il n'a rien commandé, ne s'est pas installé. Ce n'était pas une visite sociale. Ça, mais j'avais peur et désespéré et tu as choisi de blesser notre fils plutôt que de faire face aux conséquences de vos propres choix. La voix de Tom était calme, finale. Il n'y a pas de retour de ça, Pauline. Il n'y a aucune excuse qui corrige ce que vous avez fait à Reed. Aucune quantité de pleurs qui défait le traumatisme que vous lui avez causé. S'il vous plaît, Tom, je ferai n'importe quoi, counseling, thérapie, tout ce que vous voulez.
Donnez-moi juste une chance de faire cela correctement. Tom se leva. Tu es un fantôme maintenant, Pauline. Vous ne pouvez plus hanter ma vie. Nous sommes à lui. Il s'éloigna sans regarder en arrière derrière lui. Il l'a entendu sangloter, mais cela ne signifiait rien pour lui. Certaines trahisons étaient trop profondes pour le pardon, certaines blessures trop fondamentales pour guérir. Tom Creed avait appris cette leçon à la dure, mais il l'a complètement appris. Le printemps est venu tôt à Spokane cette année-là. Tom se tenait dans son garage, maintenant converti en un magasin de menuiserie, enseignant à Reed comment utiliser un avion à main. Le garçon avait 13 ans, maintenant plus grand, plus confiant. Le regard creux avait laissé ses yeux ressentir comment le bois veut donner. Tom a dit, guidant les mains de Reed, ne le forcez pas, laissez l'outil faire le travail. Le roseau a fait une longue coupe lisse, produisant une boucle parfaite de rasage en cèdre. Comme ça, exactement comme ça. La porte de garage était ouverte à l'air chaud de l'après-midi. Mademoiselle Granger a salué son jardin de l'autre côté de la rue et Tom a fait un signe de retour. Le camion de Lenny s'est arrêté dans l'allée et le beau-frère de Tom est sorti avec une glacière de bière et un sac de barbecue. Comment va le maître artisan? Lenny a demandé à Reed papa qui m'apprenne à faire une boîte à bijoux pour quand j'ai une petite amie un jour. Smart man, toujours bon d'avoir des compétences. Ils ont travaillé jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. 3 générations d'hommes partageant des outils et des histoires et la satisfaction tranquille de construire quelque chose avec leurs mains. Quand ils se sont finalement arrêtés pour la journée, Tom a regardé le soleil couchant et a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis plus d'1 an, la paix, pas le morceau désespéré et creux de quelqu'un essayant d'oublier le traumatisme, mais la paix profonde et gagnée d'un homme qui avait fait face à une trahison et a émergé plus fort, qui avait protégé ce qui comptait le plus et reconstruit ce qui pourrait être reconstruit. Reed se pencha contre l'épaule de son père alors qu'il regardait le coucher du soleil. « Papa, ouais, mon pote, je suis content que ce soit juste nous. » Tom a aussi mis son bras autour de son fils. Le passé a été enterré. L'avenir les attendait, propre et plein de possibilités. Et en ce moment, dans son atelier, avec son fils à côté de lui et le coucher de soleil peignant tout l'or, Tom Creed était exactement à l'endroit où il appartenait. Certains hommes ont été détruits par la trahison. D'autres ont été forgés plus forts par lui. Tom avait choisi quel genre d'homme qu'il le ferait.